Tu recliques dans la fenêtre. Ah oui, pardon. Ouais. Top. Je vais les faire exprès. Je coupe ça. Ouais, en direction. Non, mais je veux dire, plutôt dans le public privé, vous avez été d'accord, c'est bien, c'est les universités. Ouais, il y en a qui arrivent. D'accord. Mais je suis content, je reprends l'ordre. Ouais. Non, Ça va. non, c'est très important parce que quand on discute avec des gens, Ouais, attends, je remets la caméra. oui, non, mais c'est un vrai sujet. Non, mais c'est ça. Tu vas me dire si on voit bien la caméra. C'est pas possible. Celle-là, je pense Non, c'est bon. C'est bon. Ça parle de Thomas, tu veux rencontrer tout le monde? Ouais. Allez. Oui. Ah, ça fait il y a on avait. Ah oui.
Sur les tarifs, on va regarder. Je vous propose qu'on poursuive cet après-midi. Alors, attendez, sur les micros, c'est bon. Nous sommes toujours dans notre journée lancement de la démarche écrin, donc beaucoup d'échanges ce matin. Cet après-midi, ça va être la même chose, hein. N'hésitez pas à des échanges. Bonjour à celles et ceux qui sont en visio. N'hésitez pas également à poser des questions dans le chat. L'équipe de DI se fera le relais de vos questions. L'après-midi est également enregistré. Tous les supports, alors là c'est moins sur cette seconde partie, mais tous les supports de ce matin, je le répète, vous seront adressés avec toute la liste des personnes présentes et même inscrites avec coordonnées. Donc cet après-midi, je vous avais annoncé 2 tables rondes et on va débuter avec une première table ronde sur la ventilation naturelle. Ventilation naturelle et QAI, est-ce indiqué, est-ce pas indiqué? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que la ventilation naturelle? Donc, on a Julien Cardevet qui est déjà en position. Là, il m'a dit, est-ce qu'il y a un plan de tâche? Non, Julien, tu t'installes où tu veux, il n'y a pas de problème. Julien, en possession de ton siège, celui que tu veux, il y en a 3. 180 degrés ingénierie. Vous avez vu tout à l'heure Pauline, où elle est passée. Pauline, elle est partie. Elle est partie, donc ils sont collègues. Ceux qui n'ont pas suivi. Andrés Black, Andrés, le siège est à toi, installe-toi où tu veux. Et puis Véron Nicole, pareil, Tipeee, CRMA, installez-vous, messieurs. Vous allez voir, ce sera beaucoup, c'est paritaire, mais c'est sur l'ensemble des tables rondes que c'est paritaire. Tout à l'heure, que les femmes. Ah mais non, mais ODI, c'est les choses bien, attention. Hein. Donc, merci messieurs d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Andrés Silvac, je vous le représente pour ceux qui n'étaient pas présents ce matin. Andrés est chef de groupe bâtiment durable à la direction sud-ouest du CRMA, impliqué depuis de nombreuses années dans tout ce qui a trait à la qualité de l'air intérieur. Jérôme Nicole, accompagnateur. Ah, c'est accompagnateur écrin, ben oui, accompagnateur écrin, responsable d'activité qualité des environnements intérieurs à Tipeee. Vous avez une interrogation écrite tout à l'heure sur ce qu'est Tipeee. Voilà, trop bien. Donc, merci et l'enthousiasme. Et puis, Julien Cardevet, 180 degrés, je vous disais tout à l'heure, atelier d'ingénierie environnementale. La thématique ventilation naturelle et QAI, comment concilier les 2 approches? Alors, quand on prend une thématique comme ça, peut-être est-il intéressant de nous parler, Julien, de la ventilation dans les bâtiments, de l'importance de cette question de la ventilation dans les bâtiments. Cette question de la ventilation, est-ce que c'est pas, on a déjà un peu abordé le sujet ce matin, antinomique avec la performance énergétique, la performance thermique. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet? Et puis après, je te pose 3 questions. C'est quoi exactement la ventilation naturelle? Alors, tu nous appelles parce que tu nous as proposé quelques slides. Quand tu en as besoin, c'est ici. Julien, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, dans cet échange, moi, j'interviens, je dirais plutôt en termes pour fournir un témoignage. On est praticien. J'ai monté un bureau d'études en ingénierie environnementale, donc on travaille avec des équipes souvent de maîtrise d'œuvre, aux côtés de partenaires, architectes, bureau d'études fluides, bureau structure, acousticien, tous les sujets concernent tout le monde. Et on fait des recherches, je dirais, sur des bâtiments un petit peu qui, pour nous, représentent les bâtiments les mieux à même de répondre aux enjeux environnementaux, écologiques et sociaux à partir d'aujourd'hui. Donc, on explore projet après projet différentes dispositions techniques, en gardant toujours un peu la notion de la vie du bâtiment en exploitation. On dit souvent garder l'humain au cœur de la démarche, ça nous paraît assez évident, mais on y arrive en privilégiant surtout le dialogue tout au fil de l'opération,
avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'usage, les futurs gestionnaires techniques et au sein de l'équipe, forcément, en privilégiant transversalité, etc. Parce que quand on se colle quand on prend des risques un petit peu qu'on pourrait appeler innovants, ben forcément, il y a quand même on prend des garde-fous, on prend de la sécurité pour s'assurer de ne pas faire n'importe quoi. Et on a réalisé qu'à la croisée des chemins de ce qui représente le bas carbone, etc., on vient souvent buter sur un sujet qui est on travaille sur les postes de consommation énergétique. Alors voilà, on peut peut-être convenir qu'aujourd'hui, on sait travailler fortement et les réglementations successives nous y entraînent à la réduction des postes de réduction de besoin de chauffage. Mais en fait, une fois qu'on a fortement travaillé là-dessus, on travaille également sur la suppression, si possible, en tout cas c'est l'objectif, des besoins de refroidissement et même de rafraîchissement. Donc il s'agit de travailler avec des phénomènes naturels pour atteindre le traitement des conforts d'été par voie passive. C'est une sacrée histoire que celle-là. Et du coup, ça nous fait travailler des matérialités particulières avec beaucoup de réflexions pour appeler globalement sur l'aérolique. Donc, il y a quelques exemples que j'ai évoqués là qui vont être un peu support du propos que j'ai. Alors, moi, je dirais globalement que l'enjeu aujourd'hui, il va être de cesser de sacrifier la qualité de l'air intérieur sur l'autel de la performance énergétique. En gros, je pense qu'on en est là. Pour mémoire, les dispositifs actuellement quasi généralisés, en logement au moins, une bonne simple flux gros B, on peut dire quand même très, très généralisés, répondent à des décrets sur le renouvellement de l'air qui ont été rédigés durant les crises énergétiques des années 70. On n'était pas trop regardant, on était en stress énergétique fort après des chocs pétroliers successifs. Et on a mis le cap fortement sur la réduction des besoins énergétiques. Et pas probablement en mettant beaucoup de temps à constater qu'on était en manque de performance flagrant sur les taux de renouvellement d'air. Il s'agit donc de poursuivre les explorations des pistes d'optimisation énergétique tout en améliorant les débits de renouvellement d'air, quitte à, et là je vous propose deux grands points, alors si tu veux laisser un DF, je vous propose un premier, de se rappeler qu'on peut solliciter des forces naturelles pour renouveler gratuitement l'air intérieur. Et un deuxième point qu'on va voir à l'instant, rendre admissible des déperditions de chaleur générées par le renouvellement de l'air. On a souvent ce problème-là, on va buter évidemment là-dessus dans le calcul, et on doit donc régler un conflit. Et bien, le premier point, solliciter les forces naturelles, je pense que ça nous emmène vers l'exploration de solutions qui sont plus à leur coup d'essai. Quelques exemples vont circuler là-haut. Solutions type tourelles de ventilation naturelle hybride, des tours à vent qui peuvent être captrices, des tours à vent qui peuvent être exutoires, avec des entrées d'air basse pression réparties en façade, ou tout simplement des ouvertures de fenêtres, mais qui elles aussi peuvent être calibrées. Elles peuvent avoir une géométrie particulière pour aider à assurer le renouvellement d'air. Et puisque l'on constate, lorsque le renouvellement de l'air est dévolu à 100% à la ventilation mécanique, comme c'est très fréquemment le cas aujourd'hui, souvent vendu comme pouvant offrir du free cooling, vous me permettrez entre parenthèses, qui pourtant coûte de l'électricité et atteint péniblement un taux de renouvellement de l'air de 1 volume par heure, là où la décharge nocturne requiert systématiquement davantage. Pourquoi je parle de décharge nocturne? C'est parce qu'on va buter de plus en plus sur ce point-là dans nos projets. On fait du vertueux, surisolé, étanche à l'air, farci en inertie thermique parce qu'il nous en faut, mais on est bien en train de concevoir des enveloppes qui vont présenter le risque de confiner des apports de chaleur qui soient d'origine interne ou externe. Et puisqu'en comparant ce 1 volume par heure aux 4 volumes par heure en moyenne atteignables par ventilation naturelle mono-orientée, ouverture des baies par exemple, tout simplement, également, ouverture des baies, situation mono-orientée, il y a beaucoup de cas où on atteint 4 volumes par heure. Là, je compare les deux. Et aux 15 à 20 volumes heure garantis en situation traversante, baies en façade opposée, bénéficiant d'écart de pression ou avec un ouvrant zénital, comme une fenêtre de toit, un ouvrant, un chêne, un lanterneau, un chien assis, ajoutant à l'effet qu'on vient de voir, l'effet de gradient thermique. Pourquoi s'en passer? Donc, premier point sur l'efficacité du renouvellement d'air et les questionnements qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi se dire que c'est exclusivement dévolu à un renouvellement mécanique de l'air?
Deuxième point, rendre admissible les déperditions de chaleur générées par le renouvellement de l'air. Là, je pense qu'on touche à un deuxième point qu'on va toujours buter dans nos calculs de performance. Or, si on ne veut pas sacrifier la qualité de l'air, donc on a fait, quand on discute avec les maîtrises d'ouvrage, les gestionnaires de bâtiments, ils sont souvent déçus par la double flux classique, celle qui en équipe de gaine. Elle est pénible pour les architectes. Il est constaté que le changement de filtre n'est pas réalisé comme il faudrait, qu'on génère des dégradations de la qualité de l'air intérieur et des surconsommations électriques. Autant imaginer des solutions adaptées à l'usage et à la maintenance que l'on peut réellement attendre dans les bâtiments. Et si la double flux est jugée inadaptée, je ne fais pas un procès d'intention, je parle de ce qui est couramment fait en tertiaire d'une part, en logement de l'autre. Alors, œuvrer, par exemple, à la réduction drastique des besoins de chauffage par une grande qualité d'enveloppe, ratio de vitrage maîtrisé, performance thermique des parois pleines, traitement poussé des ponts thermiques, et ou, pourquoi pas, puisqu'on est coincé, au pré-traitement thermique quasi gratuit de l'air neuf par les dispositions, par exemple géothermiques, c'est un exemple parmi d'autres, type puits climatique, la gratuité des calories gagnées en hiver grâce à l'inertie du sol et à la profondeur d'enfouissement des conduits du puits, souvent au moins 2 mètres environ, et des frigories gagnées en été, constituent un allié redoutable des bâtiments ultra performants. Et on pense, nous, à ce stade, extraordinairement résilient face au dérèglement climatique. Et donc là, on a évoqué plusieurs petits projets, des scolaires pour certains, une école en Charente qui a été livrée, qui est E4C2, un groupe scolaire à Florac dans lequel on a travaillé avec l'architecte des tourelles de ventilation en toiture que vous voyez disposées devant les sheds et qui sont, là on en voit une à travers une salle de classe qui n'était pas tout à fait finie en chantier. Le renouvellement d'air est assuré grâce à ça et les entrées d'air sont en règle de basse pression qui sont situées sur tout le linéaire des menuiseries, etc. Là, c'est un groupe scolaire et collège et école à Saint-Médard-en-Jalles qui a été livré en 2021, dans lequel, là, c'est un peu différent. Bon, à chaque fois, il y a une discussion au cas par cas, climat, calcul, etc. On a un système un peu lourd, puisqu'on a une double flux en période hivernale, mais à partir du moment où la température extérieure est jugée clémente, à partir de 15 degrés, on procède à de la ventilation naturelle avec une extraction par des tourelles qui ne sont pas hybrides, elles sont juste naturelles et elles viennent emphaser le renouvellement d'air atteint par l'ouverture des baies. On a un internat là qui est à énergie positive sur Almerie-Bérac, livré en 2020. Labellisé BPOS et qui lui aussi est équipé de tourelles de ventilation qui pour le coup sont hybrides et on voit ici par exemple une des réglettes d'entrée d'air de basse pression au-dessus de la baie. On voit aussi d'autres choses. On se dit qu'à plusieurs moments de l'année, les internes peuvent avoir recours derrière un bardage ajouré. Il est un peu surprenant celui-là parce que c'est des lattes très larges, mais on voit une baie avec des lattes là-haut. Bon, ce sont des dispositions qui peuvent compléter vraiment très efficacement le taux de renouvellement d'air, évidemment, par l'usager. Et le reste des châssis est soit fixe, soit ouvrable pour répondre aux exigences réglementaires. Là, c'est un autre internat à énergie positive en Charente, pour la région Poitou-Charentes et après, évidemment, Nouvelle-Aquitaine, et qui est équipé d'un puits climatique qui couvre à peu près 1600 m3 du projet et qui donne des résultats assez bluffants. Il est suivi par la région sur le comparatif des consommations imaginées et de ce que le puits... Et il est vraiment, celui-là, redoutablement performant. Il cumule une façade, une disposition paritaire dans un bâtiment en bois, beaucoup d'inertie, beaucoup de déphasage, des ratios de vitrage vraiment maîtrisés. Et puis l'efficacité effectivement, et c'est un bâtiment qui était à l'époque RT 2012 moins 85% pour donner une idée de ce que ça aurait donné après. Voilà, donc en gros, quelques exemples. Je reviens juste à un tout premier, que voilà, c'était une université, alors là, avec des contraintes patrimoniales, une université à Nîmes, juste pour montrer, ça paraît tout bête, mais c'est hyper efficace. On a travaillé persiennes
il fallait restituer les persiennes, je dirais, patrimoniales devant les baies. On a pu négocier avec la BF pour faire un pas de lame avec un interstice qui n'est pas l'interstice classique des persiennes méditerranéennes, qui était jugé le bon équilibre pour le confort d'été, l'éclairement naturel, etc. Et la partie persinée dans l'arrondi des fenêtres est fixe. Et on voit ici quelques places avec des ouvrants qui sont motorisés, des ouvrants qui sont hauts, qui viennent lécher, je dirais, l'inertie des dalles supérieures. Et c'est un bâtiment qui fonctionne très, très bien. Alors qu'à Nîmes, on a les pires climats estivaux de France. Et il a participé plusieurs fois à Bâtifré, un colloque sur le bâtiment méditerranéen, encore en 2016 et je crois en 2019, etc. Donc, voilà, ça va du plus frugal au... Voilà un peu le propos que je voulais évoquer en témoin des témoignages de Nicolas. Alors, merci Julien. Ils ont un micro, hein. Garde-le, ils ont un micro de leur côté, oui. Merci pour cet état de l'art finalement de la ventilation naturelle. Et la question qu'on a envie de se poser, et donc de vous poser, Andrés ou Jérôme, l'un ou l'autre, et puis peut-être que l'autre complétera les propos de l'un. Ventilation naturelle et qualité de l'air intérieur. Est-ce que c'est une réelle question? Est-ce que c'est une question qu'il faut qu'on se pose? Alors, c'est Jérôme. Je me jette. Allez. Moi, je pense, oui, c'est une question qu'il faut se poser. La ventilation naturelle, effectivement, c'est une stratégie. Il y en a d'autres. Il y a la ventilation mécanique. Des fois, pour moi, ma vision, c'est que on a différentes stratégies. Elles sont à mettre en parallèle d'un environnement, d'un site, d'un bâtiment, de ce qu'on recherche aussi, des notions de confort. Et c'est en ayant toute cette vision un peu globale, générale, au niveau d'un début de projet. Je parlais ce matin de faire des diagnostics de site pour évaluer en fait toutes les problématiques potentielles. Alors, je vais rester concentré plutôt sur les problématiques de qualité d'air, mais c'est vrai que si on gratte un petit peu, on peut s'apercevoir, eh bien, est-ce qu'on est sur une zone radon? Alors, si on est là-dessus, eh bien, il faut faire attention parce que la ventilation naturelle, si c'est mal conçu, ça peut arriver, ou si en tout cas on n'a pas forcément intégré, eh bien, ça peut à certains moments créer des problématiques. Ce que je dis du radon, c'est forcément à cause de ça, mais voilà, il y a toutes ces choses à prendre en considération. Et puis après, c'est d'arriver, et c'est là tout le travail des bureaux d'études, des concepteurs, c'est de prendre ça en considération de manière à avoir la chose la plus adaptée et qui répondra du mieux possible après aux besoins. Et est-ce que justement les bureaux d'études, est-ce que les maîtres d'ouvrage, on a vu que la réglementation, elle était allée pour certains d'entre vous minimum, quoi. C'est une réglementation voilà, minimum, je ne vais pas utiliser d'autres mots. Est-ce que, justement, il n'y a pas besoin de sensibiliser davantage les bureaux d'études, les maîtrises d'ouvrage, pour dire attention, la qualité de l'air intérieur est importante. Et donc, quand vous faites des choix techniques d'une ventilation naturelle ou toute autre ventilation, ben, il y a des choses il y a une approche globale à avoir. Est-ce qu'on l'a suffisamment, cette réflexion-là? Peut-être que tout le monde ne l'a pas, mais c'est pas forcément sur de mauvaise foi, mais c'est aussi simplement un manque de connaissances. Donc effectivement, c'est toujours important parce que, et même nous, on en apprend tous les jours. Parce que quand on parle de polluants, voilà, c'est de la recherche aussi qui fait avancer des nouvelles notions, des nouveaux risques. Et ensuite, il faut être capable de transmettre ça pour derrière le prendre en considération. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et après on donnera la parole en Bresse. Donc la recherche est là, mais est-ce que finalement, à force de chercher, la recherche ne trouve pas de nouveaux polluants en permanence? Ou est-ce que c'est sûr? Ouais, hein. On s'en doute. Non, après, il y en a quand même quelques-uns qu'on connaît très bien. Enfin, voilà, on peut parler de particules. Après, ce qui est aussi important, c'est de bien comprendre les sources. Et en fonction des sources, alors des fois, elles peuvent être internes. Là, après, on va rechercher à renouveler l'air correctement, à évacuer ces polluants-là. Des fois, les sources peuvent être externes. Donc, à ce moment-là, des fois, si on peut jouer aussi sur l'externe, il y a les ZFE, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place aussi, notamment autour des grandes agglomérations. Donc et des fois, c'est pas simple de pouvoir concilier les deux. Donc, après, il y a... Je vois, c'est toujours facile, mais voilà, il peut y avoir des arbitrages.
Merci beaucoup. Andrés. Donc, je complète. Parfait. En fait, par rapport à la question de, en gros, la question, si je la décote, c'est est-ce que c'est bien la ventilation naturelle ou est-ce que c'est pas bien? Moi, je vais pas tenir un discours en disant il y en a une qui est bien, une qui est pas bien. Enfin, il y a plein de solutions techniques qui ont des avantages et des inconvénients. Après, il y a un cadre. Ce cadre, un des périmètres du cadre, c'est la réglementation. Un autre périmètre du cadre, c'est les moyens que se donne le maître d'ouvrage qui veut faire les choses. Et après, il y a probablement d'autres périmètres, mais déjà avec ces deux-là, ça va pas mal nous occuper. Pour la réglementation, il y a certaines situations où la ventilation naturelle, ça va être très compliqué pour elle. Je pense notamment à la construction neuve pour le logement, où l'arrêté de 82, il dit que la ventilation doit être générale, globale et permanente. Et donc, à partir du moment où on s'appuie sur des mécanismes de force naturelle liés à la météo, on va avoir un peu du mal à justifier. Alors, ce n'est pas impossible de justifier, mais encore faut-il se donner les moyens de renverser les montagnes et de prouver. Et donc, on rentre dans le deuxième périmètre. C'est-à-dire que si vous voulez y aller, vous pouvez y aller, mais ça va prendre du temps et ça va prendre, et le temps, c'est de l'argent, de démontrer que tout ça fonctionne. Donc là, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur la ventilation naturelle. Je dis que dans certaines situations, c'est possible, mais c'est compliqué et ça demande du travail. Inversement, je pourrais tenir le même raisonnement avec la ventilation double flux. La ventilation double flux, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. C'est quelque chose qui, dans le logement, aujourd'hui, c'est la ventilation simple flux hydro qui est très majoritaire donc la simple flux. La double flux, pardon, n'est pas majoritaire sur le marché du logement. C'est quelque chose, aujourd'hui, lorsqu'on fait les contrôles des règles de construction, on voit qu'il y a pas mal de non-conformités. Les installateurs ne sont pas forcément super bien formés et des fois, c'est dommage de mettre autant d'argent sur des solutions qui sont hyper performantes sur le papier, mais qui sont tellement dépendantes de la qualité de la mise en œuvre et de la conception que des fois, il vaut mieux mettre son argent ailleurs. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution parfaite. Et aujourd'hui, par rapport au rôle qu'on peut avoir, mon expérience, moi je n'ai pas fait de maîtrise d'œuvre, donc je ne vais pas parler en tant que concepteur, mais il m'est arrivé de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et aujourd'hui, lorsqu'on présente une solution de ventilation naturelle, la seule chose que je demande, c'est qu'on m'apporte les informations qui vont permettre de nous rassurer sur le fait qu'on va pouvoir répondre à un certain nombre de conditions qui sont d'avoir des débits, d'avoir un bon balayage, des questions de base, d'avoir un bon balayage de l'air, comment est-ce qu'on va récupérer la chaleur ou pas, et en termes d'entretien-maintenance, ce que ça peut faire. Donc ça, ce sont des questions, évidemment, qui peuvent être appliquées à n'importe quel système de ventilation, que ce soit mécanique ou naturel. Et des fois, évidemment, je ne vais pas donner de nom, mais des fois, on est assez effaré par le peu d'informations qui est fourni au niveau d'une opération en nous disant ouais, ça va fonctionner, ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Et là-dessus, je dirais, au niveau de la ventilation naturelle, les équipes de maîtrise d'œuvre, ce que je veux dire, faut pas l'interpréter de manière négative, mais aujourd'hui, les équipes de maîtrise d'œuvre ne sont pas suffisamment formées, je dirais, pour pouvoir proposer des solutions de conception qui apportent les garanties suffisantes par rapport à la conception architecturale d'un bâtiment pour pouvoir garantir un niveau de résultat. Donc, ça veut dire que si derrière, il n'y a pas des études, si devant, il n'y a pas ces études qui sont poussées, ça veut dire que derrière, il va falloir qu'on vérifie beaucoup de choses pour pouvoir garantir un résultat. Et c'est là que c'est compliqué. Et là, on est sur un réel pari. Donc,
pour finir, je dirais, enfin, la ventilation, ok, mais il faut intégrer ça dans une démarche globale de vérification, enfin, une démarche qualité, un peu comme enfin, ce qu'est l'écran, en quelque sorte, de manière à l'intégrer et vérifier les choses et probablement corriger des choses à l'arrivée de manière à ce que, au bout de quelques mois ou quelques années de fonctionnement, on arrive au résultat à temps. Et tout ça, ça demande de l'argent. Vos garanties de performance, les équipes de conception, c'est compliqué pour vous? Oui, oui. Alors là, je rejoins complètement Andrés. Sur Comme ça, hein. ça tombe bien, c'est notre puisque on fait comme ça. Je vous rejoins parce que oui, ce sont il n'y a aucun doute qu'on peut faire la vérification auprès de tous les établissements qui produisent les ingénieurs et les techniciens qui travaillent sur des projets de manière générale. Il n'y a pas de formation aux notions d'aérolyque, hein. Absolument nulle part. Donc, c'est certain que ce n'est pas maîtrisé, qu'on peut faire n'importe quoi en ouvrant la porte en 2-2. Pas de problème, on ouvre les fenêtres, etc. Et alors, c'est certain, c'est délicat. Si on utilise un logiciel, il faut largement quand même se l'approprier. C'est très particulier. On aura toujours la question de la qualité de l'information du gisement extérieur. Vous en parliez à l'instant. Il y a des effets locaux très particuliers, il y a des inversions de sens de vent dans la même journée. C'est absolument insuffisant. Regardez une grosse des vents annuelle, par exemple. Il y a des questions de température de l'air, de vitesse de l'air, de variations saisonnières, de variations de la même journée. Il y a des effets relief locaux, etc. Quand on trouve une rose des vents, enfin, si on prend une donnée qui serait une donnée pour des éoliennes entre 30 et 60 mètres de haut, c'est pas du tout probablement ce qu'on va voir. Donc il y a des effets de rugosité locaux. Enfin, donc ça, c'est déjà la qualité du gisement. C'est pour ça que l'éolien urbain est si peu généralisé. Il y a un gisement instable au ras du bâti et des forêts. C'est un premier sujet. Ensuite, moi j'aurais juste scindé dans la discussion, j'aurais juste scindé un peu. Là, c'est très bien parce qu'on est maximaliste, on parle, et c'est important, on parle d'assurer, on parle de lorsqu'on se donne l'objectif d'assurer le débit hygiénique en naturel. Et c'est bien, je trouve, l'objectif à terme, parce qu'on voit bien que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on arrive à bosser sur les postes chauffage, froid, etc. Éclairage pas mal, de plus en plus quand même, en réduisant pour l'éclairage artificiel. Mais en prépondérance des camemberts de répartition de conso, tu vas te retrouver avec les auxiliaires de ventilation qui restent forts. Et donc, tu te dis, bon, il y a un boulot à faire là-dessus. Donc, il y a un sujet intéressant. Mais ça n'empêche déjà de se faire les dents à l'efficacité de la ventilation naturelle, déjà pour les conforts de mi-saison et d'été, j'aurais dit. Pas tout de suite, dès la première opération, d'essayer de tout flinguer et de gérer. Mais c'est déjà pas mal de se pencher sur qu'est-ce qui fait, quelle géométrie d'ouvrant, quelles astuces architecturales peuvent être trouvées pour que déjà, lorsque j'ai l'ambition de participer à mon confort de mi-saison et d'été, à ma décharge nocturne et tout ça, et comment par quel biais je le fais. J'aurais scindé un peu mais justement, avec cette ambition de déjà régler cette ambition mi-saison, cette qualité de l'air intérieur, quels sont les points critiques auxquels il va falloir faire extrêmement attention pour s'assurer justement le côté hygiénique, parce que tu disais tout à l'heure. Comment on fait là? Alors, je pense que Andrés voulait bien dire qu'il va vis-à-vis de la réglementation, si on essaie par exemple en logement, de faire du tout naturel, il y a une poignée de gens qui s'y sont collés en France. Ils sont très peu nombreux. Ils font des formations auxquelles on est invité à. Je viens de la subir en septembre dernier, et ça m'a donné l'envie de continuer. C'est passionnant, mais encore une fois, j'ai bien réalisé que c'est des notions qu'on utilise, qu'on connaît insuffisamment. Bref. Mais enfin, on a bien un engagement à garantir un taux de renouvellement d'air à tout moment, quelles que soient les conditions de pression, température à l'intérieur, extérieur, etc. Et c'est bien ça qui n'est pas aisé. C'est ça où, quand tu te rends dans le détail, c'est assez intéressant de se dire que tu peux peut-être attribuer une partie du taux de renouvellement d'air au dégagement. C'est presque un peu une vision de l'esprit, mais c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il faut pour dégager les polluants
dans mon bâti, mon mobilier, mes produits de nettoyage et tout ce qu'on peut incorporer, les parfums, les clopes et tout ça, et quelle part il faut pour les polluants d'origine occupation, vapeur d'eau, CO2, odeur. C'est intéressant d'apprendre à voir un peu quelle part est nécessaire pour chacun. Et après, c'est un sacré morceau de justifier à l'année l'atteinte de ces performances, c'est certain. Mais la voie, je trouve que c'est un bel objectif. Merci beaucoup, Andrés. Ouais, en fait, pour compléter, moi je dirais, par rapport à ta question, est-ce que la ventilation naturelle c'est une bonne réponse par rapport à la problématique de QAI? Je dirais, il y a deux grands principes qui conduisent à améliorer la qualité de l'air, c'est filtrer et diluer. Si on assure les débits de renouvellement d'air, et encore faut-il les assurer, hein, mais si on les assure, il n'y a aucune raison de dire que c'est pas bien. Et ensuite, il y a la question de la filtration. Filtrer, donc si c'est les sources intérieures, pas plus la ventilation naturelle que la ventilation double flux ou simple flux, elles vont filtrer. Enfin, si les émissions sont à l'intérieur, elles sont à l'intérieur. Par contre, c'est la pénétration des polluants extérieurs vers l'intérieur. La ventilation naturelle, je ne la sens pas super bien placée s'il faut filtrer, parce qu'on a besoin de force quand même pour filtrer les polluants extérieurs. Donc là-dessus, je dirais, il n'y a pas le... Enfin, c'est plutôt dans la case défaut que dans la case avantage, quoi, sur ce point-là. Jérôme, sur ce point, un complément? Ouais, un petit. Après, c'est vrai que, notamment, on parlait de surveillance dans les ERP ce matin, de réglementation. Par exemple, quand on fait de la mesure avec un capteur de CO2, si on est sur une période où effectivement on n'a presque pas de vent, un renouvellement d'air qui va être légèrement minime, on peut avoir, et c'est là après il faut aussi avoir un petit peu de connaissances et pouvoir être en capacité d'interpréter des résultats, ou en tout cas d'avoir de la donnée aussi, ne serait-ce que par rapport à nos débits d'air. Est-ce que c'est simplement ponctuel parce que effectivement on est sur une fenêtre qui fait qu'on a notre renouvellement d'air n'est pas suffisant et donc on peut avoir un risque là, c'est vraiment un défaut de la conception. Donc voilà, c'est juste pour donner un exemple qui pourrait, dans les années à venir, peut-être survenir, parce qu'on va arriver à avoir des capteurs un peu partout, des remontées d'informations. Donc si on est sur tout naturel, effectivement, on peut peut-être avoir ce petit écueil. Après, il y a aussi des fois de la ventilation naturelle hybride avec notamment un système mécanique pour assister. Et en tout cas, ça, c'est plutôt pour garantir un débit. Là, ça veut dire que quand on est dans les situations les moins favorables, on a quelque chose qui reprend le relais. Alors, qui consomme un peu. Mais du coup, voilà. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être sur une stratégie globale d'avoir des compléments qui vont venir peut-être régler certaines difficultés. Alors, ces compléments, est-ce que tu peux en dire davantage? Simplement, du coup, sur le projet que je présentais ce matin, donc il y a effectivement ce genre de dispositif, des tourelles de ventilation naturelles hybrides, puisque du coup, est rajouté un échangeur pour aussi préchauffer l'air et faire en sorte qu'on puisse garantir un débit dans les salles de classe. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, ça fera certainement l'objet de recherche, nous, sur La Rochelle, pour essayer justement de voir si on arrive bien à maintenir des débits qui avaient été fixés, notamment avec l'écran. Donc, ils ne sont pas des débits relativement faibles. Donc, on force un peu le curseur là-dessus. Et voilà, peut-être que allez, dans un an, j'en reviendrai et puis je pourrais faire un petit focus là-dessus. Odéis, vous entendez, il y a une proposition là, on a entendu, Jérôme, on a entendu. Je profite, est-ce que vous, dans la salle, vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce sujet? Toujours le même exercice, il y en a qui n'étaient pas là ce matin, donc vous vous présentez. Ah, bonne question. Oui, bonjour, je suis Loïc Gros, société antibactéries. En ayant échangé avec des archis sur Bordeaux, sur des futurs bâtiments, ils pointaient du doigt deux choses. Ils s'orientaient vers la ventilation naturelle sur des immeubles plutôt à plusieurs étages,
En fait, ils m'ont parlé de deux facteurs. C'est des nouveaux projets. C'est un facteur en disant que les systèmes de chauffage, ventilation ont été peu utilisés moins de 30 jours par an, en gros, à puissance normale. Et en plus, c'était un gain d'espace sur le bâtiment en mètres cubes, parce qu'en gros, tous les 5-6 étages, s'il n'y avait pas de système de gainage dimensionné comme il faut, ils gagnaient de volume, et ils pouvaient gagner un étage tous les 5-6 étages. Et est-ce que cette approche aussi économique, on va dire, peut générer des économies d'énergie sur un étage de plus, des économies, pardon, financières, est-ce que c'est une approche que vous avez eue ou pas du tout? Alors, quand les architectes disent que la ventilation, ils utilisent que... Non, pas de ventilation, chauffage. Ah, chauffage, c'est d'accord. global. Ok. C'est l'ordre de rendez-vous, c'est pour ça que je pose la question, ça m'a un peu interpellé. Ben, en fait, enfin, tout ça, c'est une conception. Moi, inversement, je peux vous dire, enfin, si vous dimensionnez de la ventilation naturelle sur un bâtiment à Paris intramuros, et que, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une ventilation mécanique, on a des gaines. Et donc, pour pouvoir faire passer l'air, on a des ventilateurs qui vont permettre de pousser l'air. Plus votre gaine est petite, plus il faut de force. Donc, quand on fait de la ventilation naturelle, il faut de l'espace. Et donc, les cheminées avec tirage thermique, ça prend de la place. Et donc le raisonnement qu'ont les architectes que vous citez sur la place que prennent les équipements, on peut avoir le même raisonnement. Enfin, on peut dire que si on veut avoir du tirage thermique pour la ventilation naturelle, il faut aussi envisager du volume pour pouvoir créer cet appel d'air et ce volume intérieur. Donc ce raisonnement-là, il est... alors, dans certains cas, ça peut valoir le coup, et dans d'autres, j'avais vu c'est sur le sujet de l'isolation thermique. Il y avait Pouget Consultant qui avait fait une étude super intéressante sur la rénovation thermique de logements en plein Paris où le prix du mètre carré il est 3 fois plus important et où on justifie de mettre des isolants, des super isolants minces, enfin très renforcés. Ouais, sous vide, évidemment. Qui explosent le prix, mais qui permettent de gagner en surface habitable. Donc, ça, c'est une approche en coût global qu'on peut avoir. Mais je dirais, il faut du jus de cerveau. Il faut du jus de cerveau. Enfin, si on veut se lancer dans quelque chose comme ça, et alors qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas du tout, c'est bien au contraire. Moi, j'encourage à aller dans ce type de démarche innovante et de conception pour faire avancer un petit peu la science et l'innovation. Donc, je suis totalement là-dessus. Mais il faut du jus de cerveau, il faut du temps, et il faut être prêt à... Et de l'argent, quoi. Enfin, quelque part, c'est du temps de cerveau disponible. Et derrière, donc pour répondre à votre question, il y a des aspects de coût et de surcoût. Et d'un côté, ce qu'on économise sans mettre de ventilateur, on le perd aussi parce qu'on ne récupère pas les échanges. Il n'y a pas d'échangeur thermique sur une ventilation naturelle. Donc, tout le renouvellement d'air, il part aux petits oiseaux. Donc, c'est aussi, ces bilans-là, il faut les faire, quoi. Et derrière, il y a un impact économique très important. Et si on me demande, c'est peut-être maladroit de dire que telle solution est meilleure qu'une autre, parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte entre la conception, la mise en œuvre, l'installation, la réception et puis l'utilisation, qu'il suffit qu'un acte qui soit mauvais et toute la chaîne. Mais aujourd'hui, je dirais que la ventilation hybride, qui mélange en fonction des saisons et qui permet de tirer le meilleur parti entre ventilation naturelle et ventilation mécanique, qui permettent de tirer le meilleur parti de la saison et des besoins, c'est peut-être ça qui serait un optimum. Mais ça veut dire qu'on met les deux solutions. C'est ceinture et bretelle. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Si vous présentez. Bonjour, Valentin Forest de la société Octopus Lab. On a beaucoup parlé de taux de renouvellement d'air. Ma question, c'est à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'épisodes de pollution extérieure. Comment du coup gérer la QAI avec une ventilation naturelle? Je retourne la question.
C'est qu'elle est très bonne la question. Hein. Voilà. Non, je pense que c'est Jérôme qui a dit tout à l'heure qu'on part bien d'une analyse de site qui est précise sur plein de sujets, dont le bruit d'ailleurs, les polluants divers qui peuvent être d'origine d'un sol, ils peuvent être largués au gazeux, ils peuvent être de l'origine évidemment voiries diverses, et des fois juste pollen, etc. Donc, pollen, c'est peut-être le plus facile à faire un préfiltrage, y compris juste avec les moustiquaires. En fait, finalement, ça va être une des solutions, ça va être juste un maillage, un type de taille de maille dans un ouvrant. Hein. Pour une partie, ça fonctionnera. Le reste, évidemment, ça doit être totalement écarté et je veux dire, et s'assurer que l'éventuel, que une solution mécanique soit aussi en capacité à filtrer. Si on parle de molécules, il faut faire gaffe, on ne fera peut-être pas de miracle, mais s'assurer que d'une manière ou d'une autre, il y a un donc quoi. Voilà, moi je dirais juste attention, enfin ça m'importait juste de souligner, donc on a beaucoup trop constaté de sous-performance vraiment manifeste en renouvellement mécanique de l'air en termes d'efficacité de renouvellement d'air. C'est ce que je pense qu'il faut bien l'avoir en tête, et c'est important d'aller chercher plus. En moyenne, dans un logement avec une livre B, il y a un pénible 0,25-0,30 volumes par heure, hein, en moyenne. Donc, c'est vraiment réputé trop faible, insuffisant pour faire le boulot. Et donc, il y a cette question, mais de toute évidence, voilà, s'assurer que la molécule ou l'élément dont on parle soit gérable, traité par les dispositions retenues. Je vous rejoins totalement. Et j'ai une question pour vous trois, mais pour être sûr de bien comprendre, on fait forcément un diag sur le site pour voir s'il n'y a pas de polluants qui vont nuire à la qualité de l'air intérieur lorsqu'on met en place une ventilation naturelle. Alors, je fais juste une mini parenthèse, Jérôme, je pense qu'il va me répondre, mais justement pour rebondir à ce qu'il a dit tout à l'heure, je corrobore ce que Jérôme a dit. Dans ce projet-là, par exemple, on avait du radon. On fait l'analyse de site, on gagne le concours, je ne suis plus à vos concours. On voit qu'il y a du radon, et en fait, on est allé chercher la mesure qu'avait fait la commune de radon. On a vu sur quel niveau de criticité on se situait. Et après, on s'est demandé s'il fallait écarter totalement une solution climatique. Et au final, on s'est rassuré en se disant que finalement, on prenait l'air dans une zone tout à fait libre à l'extérieur, dans un espèce de jardin devant le projet. C'est cette tête de puits qui est là. Dehors, c'est tout à fait, je veux dire, dilué. Et on met le bâtiment en surpression avec un air dans un conduit qui est totalement étanche tout le long, etc. Donc, bon, au final, en discutant avec les différentes instances, on s'est largement rassuré dans ce cas-là. Mais on est bien parti en repérant un potentiel sujet qui aurait pu nous faire écarter le. Juste peut-être pour rebondir, effectivement, puis on reprend aussi sur la question que j'aime bien. Alors, effectivement, faire un diag, je ne suis pas certain que c'était dans les pratiques. Il y a encore quelques années, c'était monnaie courante. On faisait des diags de sol. Voilà. Avec une vision air intérieur et risque potentiel sur l'air intérieur, je ne suis pas certain. Aujourd'hui, je pense que les pratiques changent et voilà, c'est des choses qui sont intégrées. En tout cas, déjà, on sent que ça pose question. Et donc, après, au niveau des équipes, et pour les plus sensibles, bien évidemment, c'est des choses qui sont prises en considération. Pour revenir sur la question tout à l'heure, effectivement, sur les pics, alors, je ne sais pas si c'était en lien avec notamment les pics de particules ou des. Donc, c'est vrai que, mais là, ça soulève aussi une autre réflexion, c'est que l'air intérieur, c'est aussi l'air extérieur, c'est aussi notre environnement dans sa globalité. Et donc, c'est aussi ce qu'on en fait derrière. Si on est en hiver, le chauffage au bois, alors heureusement, il y a
des dispositifs qui permettent de moins rejeter. Enfin, c'est voilà, c'est dans la globalité où il faut avoir ces réflexions-là et savoir que si on fait de la combustion, il y a forcément un polluant qui va arriver derrière. Donc, c'est comment on peut le limiter, soit par des systèmes performants, etc. Et du coup, si on crée la pollution, derrière va se retrouver un endroit. Donc, il faut aussi essayer de se poser les bonnes questions pour gérer tout ça. Merci beaucoup. Oui, il y a un complément de réponse de Lionel. Oui, je n'ai pas certain que la question du potentiel offert par la ventilation naturelle dans le cas de pollution atmosphérique soit un vrai sujet. D'abord parce que l'essentiel des équipements qui composent une ventilation mécanique ne font pas de filtration à charbon actif. On filtre le pollen, c'est tout. Donc, en fait, on ne traite pas la pollution chimique. Donc, en ventilation mécanique, dans la grande majorité des cas, on n'est pas bien meilleur qu'en ventilation naturelle. Donc, pour moi, c'est un faux sujet. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue que l'essentiel des pollutions sont d'origine intérieure. Quand vous cuisinez chez vous, vous polluez votre intérieur. Quand vous décapez votre carrelage avec un poêle à détergent, vous polluez votre intérieur. Quand vous vous parfumez le matin après votre douche, vous polluez votre intérieur. Donc, il faut quand même relativiser le pic de pollution atmosphérique généré par un anticyclone qui dure 10 jours et qui est juste un temps de passage, quoi. Voilà. Voilà, il faut quand même relativiser les choses à un moment donné. Ouais, c'est juste pour compléter par rapport. Donc, dans cette méthodologie, effectivement, il faut faire un diagnostic de site et voir les polluants extérieurs et un certain nombre de caractéristiques du site. Moi, je dirais, il y a un élément un peu oublié, c'est l'occupant quand même, qui a un rôle un peu central. Et encore plus, je dirais, si on est sur une solution de ventilation naturelle, dans le sens où il peut avoir, enfin, c'est lui qui va actionner certaines choses. Donc, la réussite d'une solution donnée, il faut prendre en compte aussi le potentiel d'appui qu'on peut avoir sur l'occupant et sa flexibilité ou pas d'ailleurs. Et donc, il y a peut-être des solutions qui ne seront pas compatibles si l'occupant il est une fière. Oui, y compris la position d'entrée d'air, par exemple. Voilà, les simples flux, souvent la réglette est en tête de menuiserie, etc. Il y a bien un souhait qu'il y ait un espèce de brassage de l'air entrant qui peut être froid l'hiver. Avant d'arriver jusqu'à l'occupant, il y avait un sujet d'homogénéisation avec l'air. Donc, dans toutes les autres réflexions, on doit rester sur ces points de vigilance. On pourrait dire, on pourrait fonctionner aéroliquement hyper bien pour atteindre le débit hygiénique par une fenêtre, des fenêtres dans une pièce, dans une salle de classe, ou au bureau, c'est possible. Mais on regarde quand même qu'est-ce qu'on va créer comme vis-à-vis du confort thermique. La vitesse de l'air admissible en hiver n'est pas du tout la même que celle qui est favorable l'été, etc. Donc, c'est vraiment l'ensemble des suggestions, en plus de s'intéresser à le geste sera-t-il fait, c'est certain. Là, j'ai un projet qui est soumis à Bâtiment Durable Méditerranéen, le collègue de BDNA. On nous fait beaucoup bosser sur la réflexion sur les conséquences d'un geste non optimal dans tous les sens. On fait des poursuites d'études pour voir ce qui se passe si ceci. Et c'est vrai que ça sera toujours du rôle des concepteurs, de l'équipe, de générer quelque chose qui soit viable, qui sache assumer un geste non optimal. C'est évident, on s'attache beaucoup à faire des bâtiments dont une grosse partie du boulot qui est fait tout à fait passivement, sans geste, sans mécanisation et sans geste. Et que le geste oublié ne fasse pas partir en cacahuète les performances. Il y a un vrai sujet là-dessus. Merci Julien. Juste pour savoir, parce que le temps presse maintenant, vous êtes combien à avoir des questions ou des remarques? Ah, il n'y en a plus en fait. Ah, mais Alors, je prends une dernière remarque. Il n'y a personne au niveau du chat? En fait, il faudrait que tu poses la question de manière un peu plus douce. Non. C'est pas mal. Alors, on la pose à la prochaine table ronde? Ah oui, ou c'est toujours sur la ventilation naturelle? la ventilation naturelle. Bon, allez-y. Est-ce qu'il faut poser ventilation naturelle et
smart building. Est-ce que vous avez des comparatifs par rapport à des retours sur expérience? Et est-ce qu'il y a un... Non, mais en fait, c'est la même. En fait. Est-ce que vous sentez un lobby des industriels qui, à une époque, voulaient nous survendre capteurs, systèmes de ventilation mécanique et qui s'estompe peu à peu? Est-ce qu'il y a vraiment un lobby, la force noire du industriel? Côté concepteur, c'est vrai qu'il y a un parti à prendre. Moi, je rejoins un rapport de la Cour des comptes que j'avais trouvé en 2011 qui disait arrêtez de dire que le bâtiment intelligent, c'est le bâtiment qui croit que l'occupant ne sait rien faire, etc., qui peut absolument tout fonctionner en domotique. Moi, je connais beaucoup d'humains qui ont envie souvent d'ouvrir une baie, même au boulot, même à l'école. Beaucoup d'humains qui le font chez eux, beaucoup d'humains qui n'ont pas attendu même pas 1800 pour savoir qu'il fallait de l'inertie, ventiler, etc. Et les gestes, on est juste, on sort d'une période totalement d'été de 70 ans là, qui est foncé tête baissée vers la mécanisation à outrance. Et je ne parle pas de la capacité à faire fonctionner ces milliards de sondes, de capteurs et de moteurs. Tous les maîtrises d'ouvrage, j'en tartine de l'ouvrage public, ils sont revenus de ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin, c'est très pertinent d'avoir de temps en temps de la domotique, mais pour moi, elle doit être reléguée à assister des comportements passifs. Il y a vraiment besoin par moment, c'est complexe, qui ne s'inquiète pas, il y a des pilotages, des synoptiques de fonctionnement, des ouvrants, des sondes, tout ça, mais il y a vraiment, je ne crois pas besoin de croire que l'humain est complètement hébété. L'humain, il ne vous attend pas dans sa bagnole pour claquer ce qu'il faut quand je rentre dedans, il fait 50 degrés. Il sait qu'avant d'essayer de mettre la clim, en 40 secondes, il redescend à 34, et puis voilà, il n'a pas attendu son patron ou son directeur d'école. Deux remarques rapides. Pour moi, il y a un vrai paradigme derrière cette question, c'est-à-dire que mais c'est valable sur l'énergie aussi. On est dans une période où on cherche à mettre de l'intelligence assistée dans les bâtiments, dans un temps où on demande aux acteurs de prendre possession de l'objectif de performance, de se rendre acteur. Ça pose une vraie question de fond, un peu philosophique. Et puis, pour terminer, n'oubliez jamais que l'intelligence se limite quand même souvent à celle de son concepteur. Un peu de philosophie presque. Merci Lionel. Merci beaucoup. Je ne prends pas d'autres questions. Vous m'avez compris tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les trois. Alors, est-ce que... Oui, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Est-ce que vous êtes frustrés? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire et que vous n'avez pas pu partager, quand même? Oui. Oui, mais ça risque de prendre du temps, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la question, je ne pense pas qu'il faille opposer smart building avec ventilation naturelle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va probablement aider à trouver les meilleures configurations pour que ce dont on parlait sur les occupants, je ne suis pas du tout un adepte de l'intelligence artificielle à tout va, mais c'est pas ça. Vous pouvez répondre au café. Hein. Ouais. Non, mais là où je voulais répondre, c'était par rapport à la question. Quand on parle de passive house, souvent, on entend les gens qui visitent les maisons passives de dire que c'est étanche, on va tout ça, machin. Il faut faire la différence entre ventiler, aérer ponctuellement, ouvrir de manière aérée pendant 15 minutes et avoir un logement qui est une passoire et qui, 24 heures sur 24, 365 jours par an, fait de la déperdition. Donc, ce n'est pas antinomique. On peut envisager un système de renouvellement d'air avec double flux dans un bâtiment étanche, et on peut ouvrir les baies. On a le droit de sortir du bâtiment. On a le droit. Et on peut même avoir le droit d'avoir un lien visuel direct avec l'extérieur. Psychologiquement, ça peut être intéressant. Donc, là-dessus, ce n'est pas interdit. C'est juste la question 365 jours par an, 24 heures sur 24, versus un quart d'heure d'agrément, 2 heures ou quelque chose comme ça, en mi-saison, où il n'y a pas d'impact sur les déperditions. Et donc, dès lors qu'on va parler de ventilation naturelle, il y a ce rapport à l'extérieur qu'il faut avoir et qui est plus prégnant par rapport à des solutions mécaniques où on laisse faire la technique, en fait. Merci beaucoup, Andrés. Alors, je vais être sur le rapport au temps. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Julien. Merci, Géo. Merci, Andrés.
Merci de gagner vos places. Et puis, il y aura un café, donc n'hésitez pas, pour ceux qui le peuvent, à échanger après cet après-midi. Alors, nouvelle table ronde, pollution intérieure, sources et solutions. Anna Fourcade, merci de me rejoindre. Anne Debois-Saison, Anis Percheron et Natacha Kinadian Kapla. Je vais me mêler les pinceaux, mesdames, avec il y a beaucoup de... Hein, ah oui, prenez le siège. Il y a la télécommande qui est là. Rapprochez-vous. Alors, je vous présente rapidement et n'hésitez pas à compléter. N'hésitez pas à compléter. Moi, j'avais déjà une première question pour Anne-Lise. Anne-Lise est peut-être complétée par les propos de Anne Lafourcade. Alors, Anne-Lise Percheron, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, médico spécialiste santé, hein, avec santé au sens large, comme on l'a vu ce matin. Vous êtes responsable de projet au sein de Médico. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les polluants? Quels sont les polluants? Parce que là, on parle de pollutions intérieures. Mais quelles sont ces pollutions intérieures? Quelles sont les sources de ces pollutions? Et puis peut-être, je pense que Anne, vous pourrez compléter sur les sources. Et puis, mesdames aussi, n'hésitez pas. Je vous avais préparé quelques slides, je crois, pour nous présenter tout ça. Oui. Alors, juste passer là. Voilà. Donc, on a parlé effectivement de plein de polluants depuis le début de la journée. Mais pour bien refixer les choses, en fait, tous ces polluants se décomposent en 3 grandes familles. Donc, on a parlé beaucoup des composés gazeux, donc avec tous les composés organiques volatiles, les ATI. Donc, ça, ce sont tous des composés organiques. Vous avez aussi les composés inorganiques tels que les dioxydes d'azote, le monoxyde de carbone, l'ozone. Et puis, on a aussi parlé du radon, qui lui est un gaz radioactif qui émane du sol. Donc ça, ce sont tous les composés gazeux. On a moins parlé des composés organiques semi-volatiles, qui sont plus lourds que les composés organiques volatiles. Et dans cette catégorie-là, on inclut les perturbateurs endocriniens, notamment, dont j'ai parlé ce matin. Vous avez la famille de tout ce qui est biocontaminant, donc les moisissures, bactéries, virus, pollen. Et enfin, tous les composés particuliers avec les PM2,5, PM10, le pollen, voilà, ce genre de... Et les nanoparticules se trouvent dans les composés particuliers, alors? Oui. D'accord. Ok, merci beaucoup. Les sources? Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Il y avait juste les diapos d'avant, ça récapitule avant. Alors, sinon, je pense que vous connaissez à bien connaître toutes les sources de pollution. On en a bien parlé depuis ce matin aussi, mais juste en synthèse. Donc, vous avez bien sûr toutes les sources de pollution qui proviennent de l'extérieur, avec toutes les activités industrielles, les activités agricoles avec les pesticides, bien sûr tout le trafic routier, et voies à fort trafic. Bien sûr, toutes les sources de pollution qui proviennent du sol. Donc là, j'ai cité aussi tout à l'heure le radon, par exemple. On a bien entendu toutes les sources qui sont liées là, pour le coup, au bâti, donc via les produits de construction, mais aussi qui peuvent provenir des équipements, voilà, sur une ventilation, par exemple, mal entretenue. Et bien sûr, toutes les pollutions qui sont liées à l'activité des occupants, donc avec les produits d'entretien, les parfums d'ambiance, les bougies, etc., qui peuvent vraiment impacter l'air intérieur. Et puis, voilà, le mobilier aussi, en fait, tout ce qu'on va ajouter finalement à l'intérieur du bâtiment. Merci beaucoup. Anna Fourcade, vous avez le micro. Vous êtes ingénieure en chimie, santé, environnement. Vous avez créé Alix, vous allez nous en parler. Et vous avez vous êtes présidente de Safely, entreprise sociale et solidaire qui accompagne au changement des pratiques afin de limiter l'exposition aux polluants et perturbateurs endocriniens des usagers. Donc, vous êtes la bonne personne à cette table ronde. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qui vient d'être présenté? Je pense qu'on travaille de manière très similaire. Donc, vraiment, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que oui, donc moi je viens aussi au titre d'un projet de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Roco Crèche. Donc, nous, on fait de la santé publique. On travaille sur une stratégie de santé publique France qui est la stratégie des 1000 jours qui a pour but de protéger spécifiquement la petite enfance. On est spécialisé dans les perturbateurs endocriniens aussi, hélas. Non, peut-être j'avais mis une diapo. Elle est après, on peut la montrer. Peut-être, voilà, ça reprend exactement ce que vous voulez dire, en fait, d'une façon un peu différente.
Ce qu'on peut dire, ce sur quoi nous on travaille beaucoup, c'est les marchés publics et les achats. Donc on a parlé d'achat de matériaux. Il y a effectivement tout ce qu'on peut acheter quand on est un acheteur public en termes d'installation aussi. Je pourrais parler de ça avec les sols et les meubles avec des pollutions de semi-volatiles comme les phtalates, les retardataires de flamme, enfin tout un cocktail de choses à éviter. Et peut-être la difficulté, je sais que vous l'avez dit très rapidement ce matin, c'est la question de tout le magma de vocabulaire positif autour du biosourcé. Et quand on a dit ça, on n'a rien dit du tout sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un enjeu énorme de pas s'arrêter à dire c'est bon, c'est biosourcé, surtout pas quoi. Parce que les collectivités ont tendance à vraiment faire un énorme mélange de tout ce vocabulaire archi-positif. Quand on creuse la réalité de ces produits, il faut creuser quoi. Donc, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la méconnaissance, donc besoin de sensibiliser. La méconnaissance et puis une réglementation européenne qui s'appelle REACH qui est quand même. J'ai bien aimé ce matin quand vous disiez que la réglementation QI c'était vraiment le minimum syndical, et c'était pas ce mot-là qui a été employé. Et REACH, c'est probablement pire que ça, quoi. Donc, une réglementation qui n'est pas favorable, qui n'est pas toujours transparente, ça dépend des produits. Donc, on a beau être qualifié, si on n'a pas la liste des ingrédients, la compo, ben, on peut pas. Voilà. Donc, il y a un vrai enjeu de transparence peut-être pour identifier les polluants et après les éradiquer. Et nous, on est souvent obligé de les éradiquer de manière un peu spectaculaire en mettant en place des sobriétés globales face à la chimie pour essayer d'éviter des familles entières de produits pour espérer ne pas être exposés. Alors, on parle beaucoup de polluants, merci beaucoup. On parle beaucoup de polluants, mais je vous interpelle toutes les deux, mais pourquoi pas toutes les quatre? Parce que mais quels sont les risques sur la santé? Parce qu'il y en a forcément, mais quand on est novice, on ne sait pas trop. On se dit qu'il faut être le moins exposé possible. Mais est-ce que les risques sont réels? Alors, j'imagine que pour les enfants en bas âge, avec Roco Crèche, vous avez fait des recommandations parce qu'on l'a vu ce matin, les jeunes enfants, enfin les bébés, ils sont plus peut-être sensibles, c'est un public sensible. Mais comment on pourrait sensibiliser au mieux pour une prise de conscience les usagers d'un bâtiment ou les maîtres d'ouvrage? Parce que si on parle d'impact sur la santé, nommons-le. Je peux parler des effets sur la santé. Allez-y, la première partie de la question. Globalement, l'air, on l'inhale, hein, donc ça va être essentiellement des pathologies respiratoires. Alors, ça peut aller d'effets assez minimes, on va dire, qui peuvent aller des yeux qui piquent aux maux de tête. Mais globalement, en fait, plus les polluants vont se diffuser dans les poumons, plus ça va être dangereux. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc ça va se traduire par des bronchites, bronchiolites, allergies, asthme, etc. Et sur les effets à plus long terme, là on peut vraiment parler de cancer, voilà, le benzène, le formaldéhyde, les particules fines, tout ça, ce sont des polluants cancérogènes. Un complément. Oui, il faut voir qu'en petite enfance, il y a l'exposition respiratoire, mais il y a l'exposition cutanée aussi, l'exposition digestive. Les enfants mangent toutes les poussières qui sont par terre dans les bâtiments. Les poussières sont imprégnées des polluants volatiles qui ne disparaissent pas. Hein. C'est une vraie menace fantôme. On ne les voit pas, on ne les sent pas, mais ils sont là. Hein. Les molécules ne disparaissent pas. Et aujourd'hui, au niveau épidémiologique, on est face à des vraies épidémies de maladies non transmissibles. Les cancers, il va y avoir des effets sur notamment la diminution de l'âge de la puberté chez les enfants, des problématiques à l'adolescence, plus tard des problématiques de santé féminine comme l'endométriose. Enfin, aujourd'hui, il y a toutes les maladies dont on entend parler en permanence peuvent trouver leur source dans des imprégnations chimiques. Peuvent, parce que c'est des sources multiples, mais plus la recherche avance, plus l'épidémie avance, on se rend compte que ces imprégnations, elles ont un rôle gigantesque dans 80% des maladies aujourd'hui qui sont notre quotidien. Je ne vais pas parler de l'infertilité aussi, mais évidemment, l'infertilité, c'est un sujet énorme. Hein, ça a été politisé il n'y a pas longtemps, c'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment les maladies de notre siècle, de notre occidentalisation, oserais-je dire, qui sont liées à effectivement l'omniprésence de ces substances dans nos quotidiens. On baigne dans une soupe chimique globalement. Et le bâtiment a évidemment sa part. Et on a aussi notre part de salutogénèse, on dit ça comme ça, puisque un bâtiment sain, effectivement, il peut aussi fabriquer de la santé. Merci beaucoup.
Alors, Natacha, vous travaillez à PureMat, Penyon, et PureMat vous offre des solutions pour détruire la pollution plutôt que les stocker. Et je crois que vous avez une bonne expertise aussi, en tout cas une bonne connaissance de la qualité de l'air, puisque vous avez travaillé à l'IF4 sur ces questions-là. Donc, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter, donc, en effet, donc, on a parlé des maladies respiratoires, de l'infertilité. Ça peut aussi générer l'obésité. Ça peut déclencher des accidents vasculaires cérébraux. Ça peut aussi déclencher des maladies du cœur. En fait, le panel, il est plus que large. En plus de ça, en fait, le chiffre n'est pas sorti. Vous devez tous le connaître, c'est que c'est 20 000 décès par an en France, rien que la qualité de l'air intérieur, sans parler de la qualité de l'air extérieur. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 7 fois plus que les accidents de la route. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais sensible aux réglementations, parce qu'il y a énormément de réglementations pour la sécurité routière qui tuent 7 fois moins de gens que la qualité de l'air intérieur sur lequel là, les réglementations. C'était juste Alors, on avait le moral en arrivant. Là, on va passer aux solutions. Mais voilà, tout à fait. Donc, non, mais en fait, je dis ça parce que c'est pour ça aussi que j'ai créé la société. En fait, c'était sur ces chiffres-là, ces enjeux-là qui sont quand même énormes. C'est pour ça que, oui, il faut y mettre un peu de coût, mais en plus, il y a tout ce qui ça va pas nous coûter sur la sécurité sociale derrière. Au-delà de ça, c'est aussi pour les entreprises, c'est un vrai enjeu parce qu'il y a les maladies, mais il y a aussi la perte de productivité. On sait que dans un bâtiment qui va être pollué, on peut baisser jusqu'à 3 fois au moins la productivité. Donc en fait, pour les entreprises, c'est une perte d'argent. Non, mais c'est vrai. Et sans parler de nos enfants, le nombre d'asthme qui a augmenté, je ne sais pas combien c'était en quelques années, mais c'était. Les bronchiolites en crèche, je crois que c'est x20 en 20 ans. Voilà. On dit, Anesthèse de saison. oui, on dit aussi souvent dans les salles de classe que l'efficacité de l'heure de cours est due à 50% aux profs et 50% du temps restant à la qualité de l'air intérieur. Voilà. C'est bien quand on annonce ça dans les collèges. Enseignant à l'apéro ce week-end. Merci pour ces compléments. Et justement, sur cet état des lieux, des polluants et des conséquences sur la santé, est-ce que vous avez des questions pour qu'on déprime encore plus? Mais autant y aller. Autant y aller. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair? Il y a une question. Je veux bien la question. Pas de question, c'est une remarque qui va dans ce sens-là. C'est pas trop le thème de la journée, mais on est presque au niveau des piscines, des centres aquatiques. C'est la merveilleuse odeur de chlore qu'on ressent. En fait, dans les RSDT, on est sur du 25 mètres cubes. Aujourd'hui, toutes les professions s'accordent à dire que c'est 60 mètres cubes avec une diffusion d'air optimum, parce qu'on ne parle jamais de la diffusion d'air, mais ça a son importance dans le traitement d'air, pour éviter ces pollutions intérieures et pour éviter une maladie professionnelle, qui est des maîtres nageurs, qui est liée à ces chloramines qui sont dans l'air, qui sont un peu plus lourds que l'air. Donc effectivement, réglementation, on est à la bourre en France. C'est pas une réglementation qui donne 60 mètres cubes heure, c'est la profession, l'ensemble de la profession qui a dit qu'il fallait pas. Exactement. Les piscines, ce qui est en termes d'analyse, il n'y a que des recommandations et c'est 1 à 2 fois par an et c'est même pas comment. On m'a déjà expliqué, un client m'a déjà expliqué que c'était pas la peine que je revienne faire la seconde campagne, parce que de toute façon, à l'ARS, je ne demanderai pas. Donc, je trouve assez, je ne dirais pas le. Non, on veut pas savoir. Après, c'est difficile les piscines. En Gironde, pour avoir les piscines ouvertes. Je crois que c'est partout, c'est international. On avait eu un colloque, abordé ce sujet-là. Je ne vous ai pas présenté Anestelle. Anestelle Boissaison, vous êtes directrice technique de Grise. Et Grise, c'est un BET qui travaille, bien évidemment, sur la partie études et ventilation, gestion sanitaire et environnement, usagers, patients, clients. Donc, pour rebondir sur ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez un panel de bâtiments et un panel finalement de clients finaux sur cette question de la qualité de l'air intérieur. Et qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Après,
l'approche reste toujours un peu la même en termes de bureau d'études. Ça va être surtout un croisement, et là on l'a vu, entre la partie approche ventilation pure et dure et une approche aussi bâtie. Je crois qu'autrefois, ou il y a encore quelques temps, c'était très séparé. Donc soit on était des BE spéciales ventile, soit on était des bureaux d'études spéciales bâtis, et qu'au final, on n'a pas l'un sans l'autre. Et quand on parle de pollution et d'origine de pollution, on en parlait tout à l'heure avec Natacha, aller faire des mesures de matériaux, par exemple, en laboratoire, quand on fait un prélèvement de matériaux, c'est une chose. Aller pouvoir faire une mesure de matériaux qui a été posée avec toute la composition superposée de la colle, du nido, du bidule, et le faire dans une situation avec une ventilation existante, une exposition existante, c'est pas la même chose aussi. Donc ça, je pense que c'est un point important, et je pense qu'en termes de, bon, on en parlait tout à l'heure, en termes de méthode de mesure, il y a encore pas mal de choses à faire pour pouvoir avancer. Je sais que Tipeee travaille pas mal aussi avec leur maison, la maison pilote, test, où on a le droit de tout faire dedans. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est hyper important d'arriver à croiser ces deux approches que nous, on peut voir tant à la fois sur les différents environnements dans lesquels on travaille, hein, parce qu'en industrie aussi ou en santé, on va se retrouver encore avec d'autres problématiques. Et la santé, c'est plus particulier parce que c'est vraiment ça fait partie presque du process, la qualité de l'air. Avant de donner la parole à Natacha, 2 mots sur cette maison test où on peut tout faire. C'est le moment de publicité. Non, ouais. Je suis sympa quand même, je suis sympa sur un plateau. Non, oui, c'est vrai qu'après, au sein de Tipeee, hein, pas forcément parlé tout à l'heure, mais on est issu de l'Université de La Rochelle à la base, hein, donc on a tout ce côté recherche et développement. Et effectivement, on a une maison d'essai, donc l'idée c'est de travailler sur les conditions réalistes pour vraiment s'approprier en fait le comportement des matériaux, des usages, des systèmes, dans quelque chose qui sort. Alors on reste quand même dans le laboratoire parce qu'on essaie quand même de maîtriser les choses. Mais voilà, donc effectivement, c'est un outil. En France, il en existe 2 comme ça, un au CSTB à Paris et puis un autre à La Rochelle. Allez voir Jérôme. En Nouvelle-Aquitaine. Merci Jérôme. Natacha. Oui, et du coup, je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, en effet, sur les solutions. Donc, le PureNat, on travaille en effet sur des solutions pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui de la ventilation pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Et en effet, c'est une des solutions qui existe avec ouvrir la fenêtre. Mais il y a aussi tout un pan qui n'a pas été du tout abordé aujourd'hui et qui, du coup, nous tient à cœur, c'est la purification de l'air. C'est qu'on met souvent, en effet, en regard la qualité de l'air intérieur avec les consommations énergétiques. Et contradictoirement parlant, on va dire qu'il faut surventiler. Surventiler, alors c'est bien, mais si on est en hiver quand il fait 0 degré ou en été quand il fait 40, ce n'est pas forcément la meilleure solution, en tout cas au regard des consommations énergétiques. Et il y a des solutions complémentaires qui peuvent être tout à fait utilisées. C'est comme sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les énergies tout court, c'est qu'on va proposer des mix pour trouver les meilleurs compromis. Pour améliorer la qualité de l'air intérieur, en fait, ça va être aussi ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir la ventilation, mais pas que, ça va dépendre de où on est. Donc, en effet, il faut regarder la situation globale du bâtiment. Et il faut voilà, des solutions qui sont complémentaires, et la purification de l'air en est une. C'est des solutions qui, jusque-là, ont des défauts, mais aussi qui ont leur qualité, et notamment c'est de recycler l'air qui est déjà à la bonne température, et donc d'éviter justement de faire trop augmenter ses consommations énergétiques. Et nous, en fait, on a pris un peu les défauts des solutions de purification de l'air qui sont aujourd'hui sur le marché. On s'est concentré sur tout ce qui était composés organiques volatiles ou semi-volatiles, donc tout ce qui est organique, donc aussi les virus et les bactéries. Et ce qui ressort, c'est que la technologie qui a le meilleur potentiel pour arriver à avoir quelque chose de durable, c'était la photocatalyse. Pourquoi? Parce qu'elle permet de détruire les polluants plutôt que de les stocker. Elle avait aussi beaucoup de défauts, cette technologie. Donc, en fait, tout le travail de PureNat, ça a été de développer un nouveau matériau qui permettait, en fait, de repenser complètement la photocatalyse et d'en faire quelque chose qui n'avait pas de polluants secondaires, qui ne relarguait pas de nanoparticules.
et donc qui pourrait remplacer durablement les solutions à charbon actif aujourd'hui. Et voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est un textile qui ressemble au textile que vous avez dans les filtres. Donc on peut plier à la façon et qu'on peut mettre du coup dans les systèmes de ventilation comme les CTA, dans les purificateurs d'air. On peut même imaginer des appareils même en double fonction. Typiquement, on peut mettre des filtres dans les ventiloconvecteurs pour éviter de rajouter un système. Voilà. Donc c'est ça qu'on a développé et qui permet de détruire efficacement les polluants chimiques, les virus et les bactéries plutôt que de les stocker. Donc il va y avoir moins de maintenance, beaucoup plus de durée de vie, tout en ayant des très bonnes performances et tout en étant ergonomique puisqu'on a quelque chose qui est flexible. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Ça pose la question du palliatif et du préventif. Quelque part, ces questions de purificateurs d'air ou ces solutions-là. Et j'aurais voulu savoir comment vous voyez les choses en tant que professionnel de la QAI. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que peut-être que la mixité des solutions est intéressante. Oui, alors, oui, moi, on a été on a été en phase post-Covid avec, il est vrai, un fantastique développement des épurateurs et une mise en place un peu d'épurateurs un peu à tout bas suite à ça. Pour moi, à un moment, je trouvais que c'était un peu comme peut-être un pansement et pas forcément. Alors, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, qu'on n'en a pas besoin, mais il ne faut pas que ça cache non plus que du coup, les maîtres d'ouvrage restent sur l'installation et se disent, voilà, on ne fait plus rien et on ne va pas chercher quand il y a des problématiques de contamination, de pollution dans des établissements et tout ça, que du coup, ça soit une finalité en soi. Il y a la ventilation, c'est aussi un outil et ça peut être un outil utile, tant en termes techniques qu'aussi en termes psychologiques. En tout cas, moi, sur des gestions de crise sur lesquelles je suis, je pense que ça peut être aussi un outil très utile parce que l'air de rien, quand vous êtes en gestion de crise et quelqu'un ne se sent pas bien, qu'il y a un polluant dans la pièce, on ventile, on surventile. Si on surventile, c'est encore moins bien. Donc voilà, le fait déjà d'avoir ça peut être aussi un outil comme ça aussi avec une approche un peu psychologique et aussi technique. Alors du coup, voilà. Et sur le dernier point que je voudrais demander aussi, c'est aussi sur tous ces outils, ces équipements qu'on met en place. Après, moi, je me pose la question, c'est la partie exploitation et maintenance, parce que nous, alors on intervient sur du neuf, on intervient beaucoup sur de l'existant. Et la problématique, c'est toujours ça, c'est comment j'entretiens, à partir de quand est-ce que je renouvelle, est-ce que c'est, voilà, quelle est la limite de l'utilisation du matériau. Matériau, parce que je parle par rapport à ton oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours la question, c'est pour ça que quand on réfléchit solution, et ça a été dit dans la table ronde juste avant, il faut réfléchir globalement. Et c'est pour ça que typiquement dans la réglementation aussi aujourd'hui on s'attache à des débits de ventilation, alors que aujourd'hui typiquement dans la réglementation thermique on s'attache à un résultat. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, c'est qu'il faut d'abord penser résultat. Il faudrait d'ailleurs que la réglementation soit plutôt orientée résultat. On fait une vraie étude de qualité de l'intérieur, on simule, et il y a des outils aujourd'hui qui permettent de le faire bien, de simuler justement la qualité de l'intérieur en regard aussi avec quand même le thermique, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est vraiment regarder et de choisir le mix de solutions qui va permettre d'avoir le meilleur résultat au final. Et donc, en effet, la purification de l'air, ça ne sera pas forcément automatique, mais c'est le traitement de l'air en soi, c'est-à-dire que même dans une centrale à traitement d'air, il y a une partie d'air neuf, il faut quand même filtrer parce que ça dépend de là où on est à l'extérieur. En général, la filtration pour moi. Voilà. Et il y a aussi toute une partie recyclage. Et là, on sait que si on va recycler, en général, les COV, ils sont quand même beaucoup mis à l'intérieur. Il faut des filtres moléculaires. Et c'est là où je dis, en fait, typiquement, aujourd'hui, on met des filtres à charbon actif. Là, ça va plutôt être un filtre pur net parce que
on va avoir une durabilité. Sur la durabilité, donc nous, c'est des choses qu'on étudie. Donc aujourd'hui, typiquement, pour un filtre qui va durer peut-être 6 mois dans un bâtiment, bah, le nôtre, ça va durer 5 ans au final. Donc on va avoir une maintenance plus allégée et tout en ayant des performances en fait constantes, puisque c'est un matériau qui s'auto-nettoie, qui va détruire plutôt que de stocker. Et donc il va avoir auto-nettoyant, si on peut dire ça comme ça. Et donc il va durer très longtemps. Merci pour ces compléments, Anne Lafourcade. Enfin, dans les solutions, c'est vrai qu'il y a... Moi, je ne suis pas hyper technophile, mais je ne suis pas fermée non plus. Après, j'aime bien prendre un peu de recul. Et bon, moi, je travaille dans la petite enfance, les crèches. C'est de dire aussi, de voir avec les architectes comment on peut faire un truc tout bête qui est favoriser le retour des enfants à l'extérieur, hein, parce que quand ils sont dehors, ils ne sont pas dedans. Et donc, ça résout un peu le problème de la qualité de l'intérieur. Bon, évidemment, si vous mettez votre crèche sur le périph', un petit problème. Mais voilà, en fait, c'est aussi concevoir les bâtiments pour favoriser le dedans-dehors, les faire manger dehors, les faire jouer dehors par tous les temps, le retour des préaux, un super ombrage végétal. Du coup, bien choisir les végétaux aussi pour que ça soit compatible avec les enfants. Donc, en fait, ce champ de l'accueil, même si je suis un peu hors sujet, nous, dans le guide Recocrèche 2 qui est dédié à ça, on va jusque-là, c'est effectivement essayer de trouver, de prendre de la hauteur et de proposer des solutions peut-être un peu plus low-tech, mais pérennes. Et du coup, ça adresse évidemment d'autres difficultés pour les architectes, qui sont notamment aujourd'hui des vraies difficultés liées à l'adaptation au réchauffement climatique, avec effectivement le confort extérieur, un vrai truc à trouver. Là, je lance un appel à l'aide, mais sur le moustique tigre aujourd'hui, où on ne peut plus sortir les enfants dans des endroits, plus du tout, parce qu'ils reviennent dans un état aussi. Voilà, donc voilà, ces solutions-là, elles sont aussi intéressantes parce qu'elles vont aussi amener quelque chose, un supplément sanitaire énorme. On peut aussi parler de l'impact de l'extérieur sur le microbiote des enfants, qu'il faut les rendre plus costauds par rapport aux polluants ensuite. Donc ça, c'est une autre approche un peu moins techno, mais c'est vrai qu'il est aussi intéressant de prendre cette approche plus large. C'est vraiment une approche 360, hein, c'est une approche globale, notamment de l'usager. Anne-Lise. Oui, non, je voulais juste apporter un peu notre point de vue du côté de Médéco. Nous, on est plus dans cette logique de prévention. Donc, c'est vrai que les épurateurs, ça va vraiment être en dernier recours. Et donc, nous, oui, comme je disais, on est dans une logique de prévention. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à éliminer la source au départ. Donc, tout ça, forcément, c'est un travail qui se passe en conception. Et donc, un peu pour reprendre aussi tout ce qu'on a dit, c'est que, puisqu'on parlait de solutions, par exemple, là, j'ai en tête un exemple d'un projet, en fait, sur le village des athlètes, les Jeux Olympiques, sur l'île Saint-Denis. En fait, c'est un site vraiment très pollué. On a des axes à fort trafic autour. Donc, on travaille sur 2 projets en l'occurrence, mais je pense plutôt à l'un des projets qui est vraiment qui est à moins de 200 mètres de l'autoroute de la 86. Enfin, voilà. Et en fait, souvent, quand on pense qualité de l'air, on pense double flux, mais non, il y a quand même des alternatives à ça. Il n'y en a pas beaucoup, je vous l'accorde. Mais par exemple, en l'occurrence, on a pu limiter le transfert des particules fines donc liées à ce trafic routier par l'intermédiaire d'une solution qu'Aldes a développée. En fait, il s'agit d'entrée d'air filtrante en façade, électrofiltrante, ce qui permet de faire précipiter en fait les particules fines dans ce tube qui s'appelle un tube qui fait précipiter les particules fines et qui donc limite leur transfert à l'intérieur. Et en fait, il n'y a pas de consommable, il n'y a pas de filtre à changer, il y a forcément un nettoyage à effectuer. Mais voilà, ça fait partie des solutions possibles et alternatives à la double flux, par exemple. D'ailleurs, Christelle Liger, ici, d'Aldes, qui a apporté le produit en question, si ça vous intéresse. À la pause café. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ces questions-là? Des questions, remarques sur ces questions-là? J'arrive, je viens vous voir. Joanne, rebonjour. Julien Bégul, en création d'entreprise. Pour faire le lien entre les 2 petits ateliers, notamment sur le sujet de PureNet, est-ce que vous avez des débits minimums pour traverser votre produit?
pour savoir si c'est compatible effectivement avec une filtration de ventilation naturelle. Alors, des débits minimum, non. Non, en fait, là, il y a besoin donc c'est la photocatalyse, donc pour que ça marche, en fait, c'est un matériau qu'il faut illuminer avec des LED UV, ou peut-être à la lumière du soleil, ça c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Mais du coup, ça marche avec le quantifié. Du soleil. Mais du coup, voilà, donc c'est des matériaux qu'il faut illuminer. Et ensuite, là où on dimensionne en fait toujours. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui va être déterminant dans savoir quelle performance va avoir un matériau, c'est la vitesse d'air qui va passer dessus, donc le débit. Et l'irradiance, donc la lumière qui va passer dessus. Mais aujourd'hui, ce que je disais, comme c'est un matériau qui est flexible, ben, si on est limité en taille de gaine, on va dire, et que ben, le débit et la vitesse est assez importante, ben, on va faire des plis, tout simplement pour que ça marche. Donc, il n'y a pas vraiment de limitation aujourd'hui. C'est ce qu'on fait surtout. On dimensionne. Après, au vu des performances du matériau, honnêtement, par rapport aux concentrations qu'il y a aujourd'hui en air intérieur, dans un cas typiquement tertiaire ou logement, si on passe à la bonne vitesse, ça dégrade très bien. Merci beaucoup. Alors, Julien, je viens de voir, et pendant que je vais poser la question, Anne-Estelle, j'ai une question, moi. Qu'est-ce que vous constatez chez vos clients? Ils viennent vous chercher pourquoi? En mode secours? J'ai entendu état de crise, là? Ouais. On vient malheureusement me chercher nous chercher en gestion de crise, mais on préfère faire du préventif quand même. Quand on travaille beaucoup plus en préventif, que ce soit en préventif en exploitation de bâtis, comme en préventif aussi en construction. On travaille avec le CEREMA sur du commissionnement, donc ça s'inscrit avec une autre démarche, mais voilà, donc il y a des projets de commissionnement qui se font, en tout cas sur les collèges, certains collèges de Bordeaux et d'autres bâtiments. Donc ça, le commissionnement, c'est toujours aussi intéressant parce que c'est vrai que ça prend en compte la qualité de l'air qui reste quand même le lot CVC, le petit lot pauvre du cahier des charges de tout un chacun. Hein. Quand on voit, c'est vrai, on en discute souvent, on vient de la gestion sanitaire eau et air, donc je connais bien la Légio aussi. Et quand on voit, c'est vrai, il y a 36 000 pages pour la partie gestion eau chaude sanitaire et autres, et que la partie CVC reste quand même toujours assez succinct. Donc voilà, un travail là-dessus, et après un travail aussi, on rejoint aussi sur la partie aspect débit, ventilation, ou sur ce qui a été demandé. Alors Andrés pourrait en parler aussi bien et même mieux que moi. C'est vrai qu'entre les débits réglementaires qui sont demandés, qui sont obsolètes et qui datent de Mathusalem, et à contrario, ce qui est demandé par la réglementation que tu as présenté ce matin avec les 800 ppm à 1500 ppm, où je dis que en fonction du bâti, même sur du bâti neuf, les débits réglementaires attendus ne permettent pas d'atteindre ce qui est demandé au niveau de la QE-URP. Donc, c'est assez... voilà. Mais on essaye de travailler plus en préventif. Et les maîtres d'ouvrage, quand même, en Gironde, sont assez proactifs là-dessus. Je trouve. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que on doit considérer que l'hygrométrie influe fortement sur l'émission des polluants? Et si oui, est-ce que vous auriez tendance à recommander que la composition du bâti, la conception des enveloppes, la matérialité, les matériaux en contact avec l'air intérieur directement, soit d'une certaine nature pour contribuer à une régulation? Est-ce qu'on a intérêt à tenter de viser déjà passivement et ensuite peut-être avec un aide, s'il faut mécaniser, de rester dans une hygrométrie intermédiaire? Enfin, voilà. Nous, dans ce guide-là, on dit 40-60. Oui, il y a des dégradations moléculaires accélérées quand il y a de l'humidité, donc des molécules qui vont se fragmenter, qui vont créer d'autres polluants, hein, parce que ces polluants, ils vivent,
Une fois que le formaldéhyde est émis, il va se combiner avec d'autres matériaux organiques. Il peut se combiner, les COV vont se combiner avec de l'ozone. Si vous avez de l'ozone, s'il y a une pique d'ozone qui arrive par les raies extérieures ou par l'usage d'un matériel comme des photocopieurs, n'importe quoi. Et donc, en fait, tout ça, il y a des réactions chimiques permanentes. Et effectivement, l'eau est un facteur plutôt aggravant de cette dégradation. Et la partie moisissure, mais ça, c'est une partie directe, hein, l'hydro. De toute façon, il y a le polygone de confort hydro. Mais bon, en général, je trouve que quand même, température hydro, comme c'est dû au confort, les gens vous disent très vite, il fait trop froid, il fait trop sec, il fait trop humide. Enfin, voilà. Mais la gestion moisissure, on en voit de plus en plus, surtout avec malheureusement les temps que l'on a actuellement. La gestion de la moisissure dans le bâti, en tout cas, c'était un sujet autrefois, ça le redevient, je trouve, ces derniers temps. Il y a des systèmes de conditionnement de l'air, de traitement thermique de l'air par les installations techniques qui, il me semble, nous entraînent vers des hygrométries pour le coup basses, de genre 0 à 40. Est-ce qu'il y a aussi des bestioles avec maintenant horribles Non, ces alors, conditions-là? non, après, c'est plus des risques d'irritation, hein, quoi. Un environnement sec n'est pas non plus au niveau des muqueuses et tout ça n'est pas adapté. Après, tu verras. Allez-y, mais sinon Bruno, hein, peut-être parce que les CMEI savent mieux que nous. Ouais. Lui, il est plus quand il y a de l'humidité que de la sécheresse. Oui, mais bon, c'est savoir ce qui se passe quand c'est si tu veux. Ouais, je voulais juste rajouter une petite question, mais ça va dans le même sens. La dernière. Non, c'est quid de tout ce qui est végétation dans le bâtiment. Est-ce que ça peut apporter que du négatif, ça peut apporter du positif? Est-ce qu'il y a des études qui sont assez avancées là-dessus? Alors, plantes dépolluantes, pas forcément, mais les plantes en général, on voit qu'on aime bien avoir des plantes dans les bâtiments. Certains en mettent énormément, d'autres moins. Est-ce on sait quel effet ça peut avoir sur la qualité de l'air? Est-ce que ça favorise? Est-ce que ça dégrade la qualité de l'air? Est-ce qu'on a des données là-dessus, tout simplement? Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc sur la dépollution de l'air, pas forcément. Par contre, ce que j'ai compris, mais ça, je laisse. Ça peut apporter de l'humidité. Oui. Oui, effectivement, il y a l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui a justement une étude là-dessus. Et en fait, effectivement, il faudrait énormément de temps pour vraiment voir un effet. Et en plus, c'est vraiment par la racine que finalement, il pourrait y avoir un effet sur les mensuels d'épuration. Mais après, moi, l'intérêt que j'y vois sur les plantes, c'est justement le bien-être psychique des occupants. Voilà, l'être humain a une appétence pour tout ce qui touche, pour tout ce qui est attrait à la nature. Donc, c'est bénéfique dans ce sens-là. Et ça renvoie, je trouve, on parlait de sources de polluants, il ne faut pas oublier, on va se le disait tout à l'heure aussi, les usagers. Hein, parce qu'on parle bâti, on parle tout ça, mais on est nous-mêmes. Mais il est arrivé une étude comme on l'avait faite, et en fait, la source de pollution, c'était les personnes qui allaient courir entre midi et 2, qui ramenaient qui se changeaient dans leur bureau et qui laissaient sécher Et il y avait beaucoup d'humidité et une ambiance bactérienne assez intense. Et voilà, donc l'usager aussi reste un acteur fort par rapport aussi en source de pollution. Oui, pour compléter, du coup, je dirais qu'en effet, quand on fait des études, du coup, il faut faire des études avec des scénarios d'exploitation pour être sûr que ce qu'on a sur le papier, ça a quand même des chances de se réaliser une fois que le bâtiment est complété, parce que c'est le problème du secteur du bâtiment aujourd'hui, c'est que la personne en général qui construit, c'est pas celle qui va y être dedans. Et donc, en général, ils vont se conformer à la réglementation qui souvent est une mesure à réception. Oui, mais donc du coup, l'architecte il dit ah ben moi c'est bon, j'ai respecté ce qu'il fallait, j'ai mis les bons matériaux, etc. Mais sans prendre en compte que l'exploitation qu'elle est derrière, et souvent c'est ça qui amène aussi à des gestions de crise. Donc voilà, pour moi je reste pour avoir la bonne solution, il faut absolument faire des études, avoir des moyens de résultat, des obligations de résultats sur ces études comme c'est fait pour la thermique.
et en exploitation. Merci beaucoup. Un dernier mot? Vous avez un message à faire passer? Non, mais je voulais juste dire, parce que moi, il y a marqué Gris Soltena quand même. Oui. Je venais aussi en tant que représentante de Soltena, qui est un cluster d'éco-entreprises région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, où il y a différents groupes de travail, dont un groupe de travail sur la qualité de l'air. Et ODIS travaille régulièrement. Il y a un partenariat fort avec ODIS. Exactement. Toute la sollicitation Soltena. Ouais. Et merci d'être là, parce qu'effectivement, c'est grâce à Soltena que vous êtes là. Est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer sur ces questions? Mais bref, je dissuade, hein. C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir bien fort. Merci à toutes les classes. Merci à toutes les classes. Justement, Odélis, venez nous voir. Est-ce que vous avez quelques messages à faire passer? Ça va être très très court. Je vous assure que ça va être court parce que certains d'entre vous ont certainement des trains. Prochain rendez-vous, expliquez-nous. Simplement, on tient à vous libérer à l'heure, parce qu'on a tous avoir du mal à redonner nos pénates respectives. On voulait juste faire passer 2 infos. Donc, la première session de formation 19 et 20 mars, on va ouvrir les inscriptions très prochainement. Ce sera sans doute à la Cité de la Photomique à Bordeaux, mais en tout cas, ça c'est programmé. Et deuxième information, le 13 février matin, il y a une commission BDNA qui va se dérouler en visio, ce qui est relativement rare. D'habitude, on les fait en présentiel. Voilà, c'est 2 projets en réhabilitation. Donc, si vous souhaitez la suivre, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien sur le site de DIS. Voilà. Je vous libère. Un immense merci à tous les intervenants de cette journée qui a été riche en informations. Et puis un grand merci à tous les courageux qui nous ont rejoints en présentiel dans ces conditions dantesques. On s'attendait à être 10 et finalement on était assez nombreux. C'était très agréable. Merci beaucoup. Bravo à vous. Vous envoyez le support. Vous envoyez le support, plus feuille d'hébergement avec les coordonnées, donc c'est formidable. Et le message aussi à passer, c'était qu'en tant que cluster, notre rôle, aujourd'hui, il y a déjà des acteurs qui sont très focusés sur la qualité de l'air intérieur. Il y a des beaux projets, on a vu avec le projet de ce matin, mais il y en a d'autres. Donc, si vous avez déjà des projets comme ça, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse en parler. Et idem de notre côté, on aura l'occasion d'organiser d'autres visites, donc venez. Et puis, continuez à rester informés de ce qui se passe. Normalement, ça va dans le bon sens. Et des marchés crains, appelez-les, hein, ils vous répondront. Parce que Lionel ne reste pas sur la région, il faut le savoir. Hein. Merci à toutes et tous. Bonne journée.